CQFD. Sur RTS, la première. Partons en voyage dans le temps et l'espace maintenant, un grand bond de 5000 ans en arrière pour nous retrouver dans le sud de la France, entre Nîmes et Rodez. C'est là que se trouvent deux communautés distinctes, deux communautés qui vivent de l'agriculture à l'époque, de l'élevage, mais qui travaillent aussi le cuivre, oui, parce que le lieu est riche en minerais. Et ce qui va nous intéresser sur les territoires de ces deux communautés, ce sont d'étonnantes pierres gravées qui font penser à des visages tatoués, Cécile Guérin. Oui, des pierres sculptées de deux types selon les territoires. Alors vers Nîmes, en dessous des Cévennes, sur ces stèles, on distingue un visage gravé avec juste deux yeux, le nez et des marques qui font le tour des yeux, style des grands yeux de chouette, si vous voulez. Dans l'autre communauté, plus proche de Rodez, ce sont des stèles plus grandes avec sous le visage stylisé des traits horizontaux dits en moustache de chat. Vous voyez le tableau? Deux communautés voisines concurrentes dans le travail du cuivre, le peuple des yeux de chouette face au peuple des moustaches de chat. Ouais, c'est joli, j'adore. On a les images. Bonjour Jules Masson-Mouret. Bonjour. Vous êtes docteur en préhistoire associé au laboratoire Trace de l'Université de Toulouse. Racontez-nous comment, au cours de votre thèse, vous avez découvert ces stèles et quels sont finalement leurs rôles dans la vie de ces deux communautés. Alors ces stèles, en fait, elles constituaient réellement le cœur de mon sujet de thèse, une thèse que j'ai soutenue en 2021 à l'Université d'Aix-Marseille, qui portait donc sur la grande statuaire anthropomorphe du midi de la France au néolithique. Et ces stèles, elles sont finalement connues depuis assez longtemps. Depuis la fin du 19e siècle au moins, notamment grâce à un homme d'église aveyronnais, l'abbé Hermé, qui le premier s'y est vraiment intéressé, les a véritablement étudiés, publiés, et à partir de là donc, découle toute une série d'études dont ma thèse à l'heure actuelle constitue le point final, le dernier point. Et quels sont les rôles de ces stèles dans le territoire ? Alors dans le territoire, en fait, ces stèles, donc déjà pour donner une image aux auditeurs, c'est des grands monolithes de pierre, donc c'est des pierres dressées. Elles s'apparentent un petit peu à des menhirs. J'ai certains collègues d'ailleurs qui les appellent des statues menhirs. C'est un terme un peu plus imagé. Donc c'est véritablement des portraits d'ancêtres certainement, des effigies masculines, féminines, avec des éléments anatomiques qui sont représentés sur le corps, qui sont gravés, qui sont sculptés. On a des membres supérieurs, on a un visage, on a des bras, on a des mains, on a même parfois les doigts, les membres inférieurs, les orteils, etc. Et toute une série de motifs qu'on appelle des attributs, qui témoignent de la richesse, du prestige de ces personnages de l'époque. Donc il y a des armes, il y a des haches, des arcs, des flèches, des poignards, etc. Et ces stèles, on les interprète aujourd'hui, donc comme des représentations de grands ancêtres, de personnages vraiment importants dans la généalogie des communautés qui les ont érigées, qui les ont dressées. C'est un petit peu en fait le portrait de l'arrière-grand-père qui est sur la cheminée dans les maisons de famille. C'est une manière de dire, c'est de là qu'on vient, c'est ici qu'on vit. Et donc, c'est vraiment des marqueurs territoriaux. Et donc les traces sur ces visages, soit en yeux de chouette ou soit les moustaches de chat, ça correspondait au tatouage des ancêtres ? Alors c'est ça, voilà. Ce qui est important, c'est que sur ces stèles, on s'est aperçu assez rapidement qu'il existait au niveau du visage des marques assez particulières. Donc d'un côté, dans la communauté qu'on appelle la communauté des Treilles, qui est un groupe culturel qui se situe à peu près entre Millau et Carcassonne, dans les Grands Causses, on a des marques en forme de moustache de chat, on pourrait dire. Et de l'autre côté, donc on a une communauté voisine qui s'appelle le groupe de Fontbouis. Et ce groupe, ils produisent des stèles avec des représentations au niveau du visage, plutôt en tête de chouette, en yeux de chouette. Donc on peut supposer qu'il s'agit de représentations ou de tatouages ou de scarification, mais ce qui revient un peu au même finalement. Et ça existe dans d'autres communautés qu'on connaît actuellement, d'avoir les mêmes tatouages que ce qu'on représente sur les pierres gravées. Alors voilà, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en archéologie préhistorique, on a tendance souvent, du fait du manque de données, de textes écrits évidemment, à faire appel à des comparaisons ethnographiques. Et on sait, grâce à l'ethnographie, que les sociétés traditionnelles qui pratiquent ces marquages tégumentaires, donc ces marquages de la peau au niveau du visage, tatouage ou scarification, elles sont nombreuses de par le monde. On en a, pour les plus connus, en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris par exemple. On en a dans le Sahel, chez les Boaba du Burkina Faso. Donc on a un ensemble de communautés qui pratiquent ces représentations sur le visage, qui les pratiquent également dans leurs représentations sculptées, sur bois ou sur pierre. Et quasi systématiquement, ces motifs, ils ont une fonction de marqueur identitaire, de marqueur culturel. C'est vraiment une manière de dire, on est cette communauté, on n'est pas la communauté voisine, c'est une manière de dire,
Voilà, on se différencie du voisin. Et en archéologie, on a finalement effectivement peu d'ancêtres tatoués retrouvés. Un seul de cette même époque a été retrouvé. Il s'agit du fameux Ötzi, retrouvé momifié dans les Alpes. Et il est tatoué. Il porte quel tatouage sur le corps? Oui, alors Ötzi, c'est ça, c'est le plus vieux tatoué du monde en fait. Il date de 3350 avant Jésus-Christ, donc il a plus de 5000 ans. Et alors sur le corps, il a un certain nombre une soixantaine de tatouages réalisés au charbon de bois. C'est des traits, c'est des croix, c'est des motifs a priori non figuratifs. Il les porte pas sur le visage. Et ces tatouages, on s'est aperçu qu'ils se trouvaient dans des zones où Ötzi présentait certaines pathologies, notamment articulaires, de l'arthrose. Donc on a considéré qu'il s'agissait de tatouages thérapeutiques. Et en fait, Ötzi, on a vu aussi qu'il portait une hache en cuivre. Dans ses cheveux, il y avait du cuivre, du nickel, du manganèse. Ça veut dire qu'il avait un lien avec la métallurgie. Oui, c'est très probable. Ötzi était soit un forgeron, soit un personnage qui était intimement lié à la sphère métallurgique. Il portait en effet avec lui cette hache à lame de cuivre. Il avait dans les poumons et dans les cheveux des teneurs chimiques anormales qui témoignent de l'atmosphère d'une forge. Donc, partant de là, on peut supposer que les tatouages et la pratique de la métallurgie ont peut-être un lien. Ça, c'est encore à prouver, effectivement. Mais si on revient à vos statues, là, vos stèles aux yeux de chouette ou aux moustaches de chat, donc les archéologues ont finalement retrouvé aussi ces mêmes dessins stylisés dans le sud de l'Espagne et le Portugal, sur la pierre, mais aussi sur des petites statuettes. Alors, ça signifie quoi? Qu'il y a eu des influences artistiques à plus de 1000 kilomètres de distance? Alors oui, ces ressemblances, elles sont tellement importantes, tellement fortes, qu'on peut pas parler de convergence fortuite. C'est certainement pas un hasard. Si les communautés du Sud ibérique et d'Occitanie produisent les mêmes représentations tatouées ou scarifiées, donc au niveau du visage, et pareil, on s'est rendu compte rapidement qu'il existait certainement une influence entre l'Andalousie, la basse vallée du Tage et l'Occitanie. Et ça a commencé où en premier? Est-ce qu'on a une idée, Jules Masson-Mouret? C'est plutôt dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de la France? Alors c'est la grande question qui m'a occupé pour une large partie de mon travail doctoral. Dès les années 20 à peu près, on a considéré du fait que les sociétés ibériques étaient plus spectaculaires, plus brillantes entre guillemets que leurs homologues d'Occitanie, puisqu'elles produisent du cuivre en plus grande quantité encore que celle d'Occitanie. Elles bâtissent des villages fortifiés vraiment spectaculaires. Elles importent des matériaux précieux en provenance de contrées lointaines, comme de l'ivoire d'éléphant d'Asie, par exemple. Et de ce fait, on a considéré que c'était nécessairement ces communautés ibériques qui avaient influencé les sociétés occitanes. Et vous dites le contraire? Je dis un peu le contraire, parce que en fait, le souci, c'est que les datations absolues, donc au carbone 14 essentiellement, dont on dispose, elles sont pas assez fiables, pas assez précises pour déterminer rigoureusement une relation d'antéro-postériorité. C'est-à-dire que toutes ces images, elles naviguent entre 3300 et 2500 avant notre ère à peu près. Donc on n'a pas d'argument concret pour dire elles sont plus anciennes d'un côté ou de l'autre. Mais si on réfléchit de manière un petit peu théorique, ces images ibériques, elles sont beaucoup plus complexes, elles présentent une beaucoup plus importante diversité que les images d'Occitanie. Et on sait, en étudiant la plupart des faits culturels, les mythes par exemple, qu'un fait culturel, sa plus grande variabilité ne se trouve pas à son point d'origine, mais dans ses points de dispersion. Donc on peut supposer que la zone de dispersion secondaire de ces motifs est plutôt la péninsule ibérique, et que dans la région où on les trouve sur moins de supports, en moins grande quantité et moins répandus dans l'espace, cette région c'est l'Occitanie, et ce serait donc leur point d'origine. Donc ce serait le contraire du dogme en vigueur en fait depuis plus d'un siècle. C'est l'Occitanie qui a influencé le sud de la péninsule ibérique. Les pierres gravées, les tatoueurs et les forgerons. Merci beaucoup Jules Masson-Mouret, docteur en préhistoire, associé au laboratoire Traces de l'Université de Toulouse. CQFD, à 10h sur RTS La Première.